Nice. On est live. Bon, Fred Boulanger, bienvenue sur le podcast. J'avais bien hâte de jaser avec toi ce matin. Euh, Tu sais, avant de rentrer dans les grandes questions de l'entrepreneuriat, puis l'entreprise que tu as bâtie dans les 10 dernières, 20 dernières années, Macadamian, je pense que moi et tout le monde, en fait, qui écoute, aimerait en savoir un peu plus sur l'humain derrière euh, la start-up, l'entreprise, l'entrepreneur. Donc, parle-nous un peu de ton backstory, OK? Puis quand je dis backstory, qu'est-ce qui t'a, quels sont les événements qui t'ont forgé quand tu étais plus jeune, même dans tes 10 à 20 ans, peut-être même au collège, à l'université, pour faire de toi l'entrepreneur que tu es aujourd'hui? Super. J'ai bien hâte de discuter de tout ça avec toi. Puis c'est un plaisir d'être ici aussi avec toi pour jaser de ça, puis de ouvrir la conversation que tout le monde, dans le fond, a un parcours, puis à un moment donné, c'est pas tout est planifié, puis on arrive à une destination qui est quand même très intéressante. Euh, Quand on parle de moi, quand j'ai commencé l'université, une des choses que j'ai réalisé rapidement, c'est que mon anglais était poche. Alors, selon moi, c'était très important pour pas me limiter de parler anglais. Puis là, je vais faire pause ici, je vais aller plus tôt, c'est comme quand j'avais en bas de 10 ans. Puis, j'ai joué au golf beaucoup. J'ai été élevé dans le Bas-Saint-Laurent, une ville qui s'appelle Montjoli, pas loin de Rimouski. Puis, j'ai joué au golf, moi, tout, à partir de 8 ans jusqu'à 16 ans, je pouvais jouer au golf une fois par jour, deux fois par jour. C'était malade. On jouait 36 trous. Puis on avait un monsieur au bout de la rue qui nous amenait, parce que lui, il était à la retraite, à tous les jours jouer au golf. Puis il y a, dans ça, j'ai appris beaucoup, étrangement parlant, à jouer au golf parce que, mes parents étaient bien contents que je ne sois pas en train de faire le trouble ailleurs. Ils savaient où j'étais. J'étais sur le terrain de golf. Puis, je me suis fait des bons chums sur le terrain de golf, mais j'ai aussi appris beaucoup par rapport à c'est quoi vouloir faire quelque chose bien en jouant au golf. Parce que j'ai joué avec du monde qui était très bon, puis ça m'a poussé beaucoup à avancer, puis à essayer d'être bon moi aussi, puis d'être meilleur qu'eux. Puis, ce que j'ai réalisé en jouant au golf souvent, c'est que quand tu pratiques pas, ben tu pratiques dans la ronde que tu joues. Alors, aller au driving range, c'est super important pour être capable d'être plus confiant avec les shots que tu vas faire, si tu veux. Ça, c'était une des choses. La pratique, c'est important. Le travail, c'est super important. Puis j'ai réalisé rapidement dans ça que tu avais beau avoir beaucoup de talent, ce que j'avais pas nécessairement beaucoup, mais si tu pratiquais, tu pouvais vraiment aller chercher des belles rondes en avant avec contre du monde qui, selon moi, avait plus de talent ou était plus naturel à ça. Alors moi, je suis quelqu'un de travaillant de nature, puis je crois beaucoup à l'effort parce que je pense que on n'est pas tous, on dit tout le temps nurture versus nature, là. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de nurture dans la vie par-dessus la nature, si tu veux. Puis je pense qu'on est capable de faire une grande différence avec le nurture, étant donné ce qu'on a en partant de naturel. Fait que le golf, ça a été beaucoup de leçons de ce côté-là. Mais tu sais, en tant que TQ à Montjoli, tu peux comprendre que l'anglais, c'était pas une grosse affaire. Puis mon père, rapidement, me l'a dit. Il dit, tu sais, apprendre l'anglais, ça va être important pour toi, Fred. Puis je parlais de ça au pro du golf, puis que je trouvais qu'il parlait anglais bien à l'époque. Puis il me disait, tu sais, si tu veux apprendre l'anglais, Fred, c'est simple, tu as juste à ouvrir un magazine de golf, puis dis les mots. Fais juste dire les mots, puis essaye de les prononcer. Puis ça va sortir tout croche, mais c'est pas grave. Continue, puis continue. Puis à un moment donné, c'est ça qui a dédramatisé un petit peu l'anglais pour moi, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de télévision en anglais, ou il y avait un canal de télévision qui était en anglais. C'était, c'était pas l'ère dans laquelle on vit aujourd'hui, où l'anglais est omniprésent. Il y en avait très peu. Si j'avais entendu une personne parler en anglais avant que j'aie 10 ans, c'était ben, peut-être deux. Là. Tu sais, c'était vraiment minime les interactions qu'on avait avec du monde anglophone. Alors,
ça a été quelque chose qui très rapidement m'est rentré dans la tête que parler anglais, c'était important pour pas avoir de limites. Puis, c'est une idée qui a fait du chemin. Puis, tu sais, là, après ça, j'ai continué à jouer au golf. J'ai été classé au niveau provincial, mais ça a arrêté quand même rapidement parce que j'ai commencé à travailler, puis j'ai commencé à avoir des emplois d'été, puis à penser tu sais, que le rêve d'être pro de golf ne serait pas nécessairement la vie que je serais capable d'avoir, si tu veux. Là, il y en avait, même si je travaillais fort, qui avait encore beaucoup plus de facilité que moi. Alors, tu sais, j'ai avancé, je suis allé au cégep à Cap-Rouge, à Québec. Une meilleure expérience de ma vie, c'est là que j'ai rencontré mes meilleurs amis, que j'ai encore après 35 ans. On se voit au minimum 2 fois par année, puis avec les femmes et les enfants, puis c'est des week-ends où on a bien du fun, qu'on se rappelle les mêmes histoires. Là. C'est fou, là. Ça fait 35 ans qu'on raconte les mêmes histoires, si on veut. Là. Les femmes sont déjà bien tannées de les entendre. Euh, puis après ça, je suis allé faire mon bac en informatique à Sherbrooke. La raison pourquoi je suis allé à Sherbrooke, c'était parce qu'il y avait la possibilité de faire des coops, des stages coopératifs. Puis, dans les stages coopératifs, j'ai vu une opportunité d'apprendre l'anglais parce que je pouvais aller faire des stages à Ottawa ou dans des compagnies anglophones. Alors, je me suis ramassé à travers mes stages à Ottawa, ici, à Corel Corporation, qui était une compagnie qui était qui montait très vite à l'époque. J'étais dans les, c'est pas dans les premiers employés, là, mais je sais pas, employé numéro 262 ou quelque chose comme ça. Là. Puis, c'était une entreprise qui avait le vent dans les voiles. Je suis venu ici pour apprendre l'anglais en me disant, moi, si je suis capable d'avoir un emploi à temps plein après ici, je vais le prendre. Avec l'idée que j'allais avoir un emploi à temps plein que j'allais le prendre pendant 2 ans pour apprendre l'anglais encore de façon plus comme être très fort en anglais, si tu veux, en anglais des affaires. Puis après ça, j'allais déménager aux États-Unis parce que c'est là qu'étaient les vraies entreprises, si tu veux. Mais en fait, je me suis trouvé à me plaire beaucoup à Ottawa puis dans le travail que j'avais. Puis là, tu vois, ça fait depuis 1993 que j'habite ici. Alors, c'est des fois, on a des stratégies, puis faut s'adapter à ce qu'on vit. Puis Ottawa, pour moi, avait une réputation d'être une ville un petit peu euh, endormie, mais dans le fond, la ville endormie me plaisait bien, si tu veux. Alors, j'ai décidé de rester à Gatineau, C'est m'établir. confortable, Exactement. Puis, à définitivement. partir de là, ça a été l'emploi à Corel. Puis après ça, ben, à un moment donné, j'ai atteint une limite à Corel, puis ça a été le début de Macadémienne, là, je vais te repasser le micro. Y a-tu des choses dans lesquelles tu veux driller? Euh, oui, c'est super intéressant. Il y a comme deux choses que je veux faire un double-click dessus. Tu as mentionné le sport comme à partir d'un jeune âge, là, tu t'es rentré dans le golf. C'est une tendance qu'on voit souvent dans les entrepreneurs que la détermination, l'esprit compétitif, peut-être que ça vient d'un esprit sportif également lorsqu'on est jeune. Je peux dire que c'était mon expérience. Je faisais du powerlifting compétitif, puis avant ça, c'était de l'athlétisme compétitif. Est-ce que tu penses que, sur ce sujet-là, est-ce que tu penses que l'esprit de travail acharné pour développer nos habiletés dans le sport se transfèrent bien généralement à l'entrepreneuriat? Moi, je pense que oui, l'éthique qu'on acquiert dans toute activité, que ce soit du sport ou quelque chose qu'on veut bien faire, l'éthique qu'on acquiert à faire quelque chose de bien, d'être fier de ce qu'on fait, se transporte ou se transfère très bien dans la vie d'un entrepreneur ou la vie de quelqu'un qui veut faire passer son entreprise de A à B, là, peu importe ça soit quoi les étapes. Ça prend une diligence, puis ça prend un désir de faire avancer les choses, puis de ne pas s'arrêter sur les obstacles, puis de toujours regarder en avant, que je pense que, ben, dans mon cas, le golf a été une belle école parce que j'en ai eu des mauvaises rondes, j'en ai fait des mauvaises shots, j'en ai vraiment floppé des rondes, tu sais, qui allaient bien, qui ont mal fini. Puis bon, c'est l'histoire de la vie d'une certaine manière. Là. Il y a des choses que tu contrôles pas, ou il y a des choses que tu contrôles, puis tu réalises après que tu contrôles beaucoup plus que tu pensais. Euh, ben ça aide, puis tu sais,
il y a plein de choses que j'ai compris avec le golf, comme il y a plein de choses que j'ai compris en faisant des affaires qui me feraient de moi un meilleur golfeur maintenant si je jouais encore, là, si tu veux. Fait que ça peut pas être c'est toujours des vases communicants. Tout ce qu'on fait sert à d'autres choses, si tu veux. Puis, je suis parfaitement d'accord avec toi. Très important de se donner à quelque chose pour acquérir des nouvelles aptitudes. D'accord. Puis juste avant de passer à ma deuxième question, là, encore sur le sujet de ton backstory, euh, trouves-tu que les meilleurs entrepreneurs sont parmi les plus compétitifs? J'essaie encore de faire un lien avec le sport, comme si tu veux être le meilleur golfeur, le meilleur powerlifter, c'est à cause, dans le fond, tu as comme un esprit naturellement compétitif. Est-ce que tu trouves que tu as besoin de ça pour être un excellent entrepreneur? Ben, je pense que tu as besoin d'être quelqu'un qui veut atteindre ses objectifs. Si tu l'appelles compétitif, ça sera compétitif, mais si tu te donnes un objectif puis que tu veux l'atteindre, peu importe ce qui se dresse en avant de toi, ben, je pense que c'est une des grandes qualités des entrepreneurs à succès, c'est l'adversité, c'est simplement du bruit dans la vie de l'entrepreneur, même si c'est très difficile, tu continues d'avancer quand même. Puis, tu sais, la vie, n'importe quoi, là, que ce soit en affaires comme que ce soit, je sais pas moi, euh, une, une relation qui se termine, il y a des épreuves là, partout. Puis d'être capable de continuer d'avancer, c'est toujours très important. C'est une qualité qu'il faut cultiver. C'est clair que c'est pas naturel à tous les jours en te levant que tu veux continuer d'avancer. Faut que tu te rappelles de ton objectif, puis avec ça, tu te dis les actions que je fais aujourd'hui, est-ce qu'elles me rapprochent de mon objectif ou est-ce qu'elles m'éloignent? Puis d'être toujours en check avec si tu te rapproches ou est-ce que tu es en train de faire les choses qui te rapprochent ou es-tu en train de faire des choses qui t'éloignent? Puis de te rattraper rapidement quand tu fais des choses qui t'éloignent. Alors, moi, je pense qu'elle est là, la discipline de quelqu'un qui veut aller, qui va se rendre où il veut. Parce que la compétition, ça peut être deux choses. Hein. C'est la peur de perdre comme l'amour de gagner. Puis, Exact. moi, je suis bien plus dans le camp de la peur de perdre que de l'amour de gagner. J'arrive, j'ai gagné ce que je voulais, j'ai atteint mon objectif, puis c'est beaucoup de difficultés à embrasser ce moment-là. C'est OK, c'est quoi le prochain objectif? Puis d'aller me tester encore, puis pour montrer que je ne perdrai pas, si tu veux. Là. Fait que on a toujours, il y a toujours deux côtés à la médaille. Fait que quand on parle de compétitivité, moi, j'essaie de parler de détermination, si tu veux, d'avancer dans ce qu'on s'est donné comme objectif. D'accord. Puis je suis très d'accord avec ça. Je pense qu'il y a toujours des facteurs extrinsèques puis intrinsèques sur notre motivation. Oui, La compétition, tu peux un peu voir ça comme extrinsèque, right? Si je le dis bien en français, là. Puis il y a aussi des facteurs, je pense, qu'on peut comparer à comme avoir une mission dans la vie, peut-être. C'est un peu plus abstrait. C'est comme, non, c'est important pour moi, donc je vais essayer de résoudre un problème quelconque. Puis je vais jamais arrêter jusqu'à temps que j'accomplis cet objectif-là. Puis on peut penser à quelques entrepreneurs qui disent ça, tu sais, on voit pas dans leur tête ou dans leur âme là, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment faire, mais disent ça, puis c'est ça qui les motive. Mais je pense que la plupart des gens, voire 80% et plus, c'est probablement comme tu dis, une peur de perdre ou bien un désir de gagner pour peu importe quelle raison. J'ai aussi remarqué, Fred, que tu as mentionné au moins comme 4 5 fois euh, l'acquisition de l'anglais oui. dans ton discours. Puis je pense que ça a été je pense que ça a été comme important pour toi, peut-être, d'apprendre l'anglais. Puis je voulais juste prendre quelques minutes, peut-être, pour comprendre un peu plus pourquoi tu mets autant d'emphase là-dessus. Pourquoi que c'est un avantage? Est-ce que ça pourrait être limité si tu n'apprends pas l'anglais en affaires? Je sais pas. Je veux juste t'entendre là-dessus. Ah oui, ben, moi, je considère que ça limite énormément si quelqu'un ne parle pas anglais pour faire des affaires. C'est sûr que on est dans une mer anglophone au Canada ou en Amérique. Puis d'être capable de bien se débrouiller en anglais, pour moi, était une nécessité. Parce que moi, mon monde, comment je te dirais bien ça, le monde dans lequel je voulais opérer,
c'était important. J'avais des ambitions plus grandes que le Québec, si tu veux. Étant donné le domaine dans lequel j'étais, le marché que j'avais accès ou que je pouvais cibler, le Québec n'était pas assez grand, si tu veux. Puis quand je suis rentré à Corel, ça a validé beaucoup ça parce que on vendait du logiciel à grandeur du monde. Tu sais, on faisait affaire à du monde en Égypte, en Roumanie. Tu sais, c'était partout. Puis ça m'a ouvert les yeux sur la planète est petite. Puis on est capable d'aller chercher, tirer notre épingle du jeu euh, en dehors, sur cette planète-là, sans vraiment, si on ne parle pas anglais, c'est pas possible, mais en parlant anglais, on vient d'enlever plein de barrières. Alors, moi, ça, tu sais, j'avais toujours des grandes idées. Demande-moi pas d'où ça vient, ces grandes idées-là, mais ma mère, elle trouvait tout le temps que j'étais dans le champ là, avec mes idées, comme je vais donner des exemples. Tu sais, moi, dans ma tête, là, je me disais, quand j'étais plus jeune, quand on disait j'étais flow, là, en Gaspésie, c'est ça qu'on dit, quand tu es un jeune, tu es un flow. Fait que je disais, moi, je vais avoir une piscine en arrière de chez nous, puis elle va être en forme de coupe de champagne. Tu sais, puis ma mère, elle riait tout le temps quand je disais ça. À un moment donné, je me rappelle, on était dans le trafic en montant à Québec, puis dans ce temps-là, il n'y avait pas une autoroute, puis je ne suis même pas certain que c'est le cas encore, là, mais qu'il n'y avait pas une autoroute complète jusqu'à Québec. Alors, il y avait beaucoup de trafic. C'était une voie qui rencontrait. Puis, tu sais, je me disais, moi, quand je vais être riche, là, je vais la faire, mon autoroute. Je vais l'avoir pour moi tout seul. Tu sais, c'est entre Québec, Mont-Joli, là, ça va être fait. Puis, c'était des farces, mais en même temps, tu sais, je me disais, pourquoi pas? Puis, c'était pas. C'est sûr que c'était pas à côté dans le réel, là, ce que je te dis là. C'était juste des réflexions de jeunes qui se dit, ben, ça doit se faire, mais c'est sûr que c'est plus dur que ce que c'est. Mais en même temps, rêver, c'est important. Puis Absolument. de de pas nécessairement s'arrêter sur le fait que le monde te dise que tes rêves, ils n'ont pas bien de bon sens. C'est pas grave, tu en ramasseras un autre rêve, puis tu avanceras. Puis moi, à un moment donné, le rêve, ça a été faire de la business en dehors du Québec, c'était très valorisant. Pour une raison X, Y, Z, d'être capable de vendre le génie québécois dans la business qu'on faisait, puis d'aller chercher des bons salaires, de la bonne valeur du génie québécois dans des entreprises américaines, ben, c'était très valorisant. Puis c'était quelque chose que j'aime encore faire, si tu veux. Là, on a plein de richesses, on a plein d'aptitudes, on a plein de forces. Puis je voulais pas qu'elles soient limitées au territoire québécois, si tu veux. C'est ça, donc, dans un certain sens, comme apprendre et maîtriser l'anglais à un certain point, ça l'ouvre plus de possibilités, puis ça nous permet de faire affaire, puis même augmenter la richesse du Québec, des Québécois qui Exact. veulent se lancer en affaires, effectivement. Puis je veux juste revenir à une chose, là, ça me parle vraiment quand tu dis que tu avais beaucoup d'idées, beaucoup de grandes idées. On dirait que tu n'étais pas nécessairement limité par le status quo, c'est-à-dire les adultes, même s'ils disaient, ah, tu sais, jeune Flo, tes idées font pas de sens, on dirait que ça te dérangeait pas. Puis je pense que on trouverait la même chose parmi les entrepreneurs d'envergure en général. Peut-être qu'ils ont une propensité à think big, tu sais, à penser très grand, puis à pas vraiment se limiter parce que leurs amis ou leurs parents ou leur communauté disaient de eux. Donc, ça, c'est quelque chose que je remarque dans plusieurs entrepreneurs. Ben, peut-être, peut-être pas, tu sais, parce que les yeux des autres, le jugement des autres, je peux pas dire qu'il n'a pas été important dans ma vie, mais je peux pas le savoir par rapport à toi, comment tu le vis, tu comprends? Moi, je le vis comme moi je le vis. C'est sûr que l'opinion des autres a une importance en quelque part. Mais je pense que ça a une importance sur les choses qu'on est peut-être moins confiant sur notre personne. Là, ça a beaucoup d'importance. Alors que les choses où on est peut-être plus confiant ou même euh, pas conscient du tout de où on est, ben ça nous passe 10 pieds par-dessus la tête. Alors, il y avait beaucoup d'insouciance dans ce que je disais. Puis, regarde, que tu penses que c'est pas une bonne idée, c'est pas comme si j'étais attaché émotivement à cette idée-là ou que j'étais engagé à la faire avancer. Euh, alors, c'était pas bien grave à l'époque. Mais je pense que d'avoir des projets, tu sais, une idée, une bonne idée, elle commence toujours bien mauvaise. Fait que si l'idée
qu'on décide de travailler, c'est l'idée que tout le monde autour de toi pense qu'elle est bonne, c'est probablement pas la bonne idée. Je vais garder celle-là. Je vais la garder celle-là. Um, Si tu es d'accord, passons à Macadamian, ton projet de vie, on peut dire. Hein? OK. Macadamian a consommé non seulement beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Um, j'ai hâte d'entendre sur l'histoire de Macadamian, mais tout d'abord, peut-être que tu peux juste parler un peu de c'est quoi. Puis je sais que Macadamian, comme la plupart des entreprises, s'est transformé avec le temps. Comme tu dis, une idée commence peut-être mauvaise, Mm. puis par le contact avec le marché, puis les réalités du monde, on le raffine, puis on crée quelque chose d'utile pour une ou plusieurs personnes à qui on vend nos services et produits. Donc, c'est quoi Macadamian, puis qu'est-ce que c'est rendu maintenant? Oui, ben Macadamian à l'époque, regarde, j'ai plusieurs phases. Hein, tu sais, j'ai la phase 1997 à 2000, la phase 2000 à 2006, la phase 2006 à... Alors, on pourra explorer ça un petit peu plus, mais l'idée, c'est que quand on a parti Macadamian, moi, j'étais encore à Corel. Puis Corel, j'ai eu une expérience phénoménale. J'ai appris tellement, puis j'ai eu tellement de liberté de faire de choses, de prendre des responsabilités à un jeune âge, que ça a été une super bonne école pour moi. Tu sais, j'ai fait mon bac en informatique à Sherbrooke, puis j'ai probablement appris 10 fois plus dans les 3 années qui ont suivi sur c'est quoi être un bon programmeur, puis travailler dans le monde du logiciel à travers Corel. Ça a été incroyable. On compétitionnait contre les grands de ce monde, puis on avait du fun à le faire, puis on travaillait fort, on travaillait comme des malades, puis c'était le fun. Mais à un moment donné, il est arrivé le temps où c'est comme si j'avais fait le tour du carré de sable. Je travaillais pour quelqu'un de très intéressant, de très, avec qui j'aimais beaucoup travailler, mais cette personne-là se rapportait au CEO, Mike Copeland à l'époque, puis tu sais, je voyais pas vraiment où je pouvais aller plus loin, étant donné ce qui se passait dans l'organisation. Puis là, ça a commencé à me trotter dans la tête, qu'est-ce que je pourrais faire? Puis une des choses euh, qui est très importante ici, c'est moi, j'ai lâché Corel parce que j'avais fait le tour de la question, puis je me disais, je veux partir une business, puis il faut que je crée l'environnement qui va faire que je vais être sérieux de partir la business. Alors, je voulais pas faire ça le soir ou whatever. Peut-être que je suis trop paresseux, tu sais, je suis trop fatigué le soir, ou je suis capable de faire une chose, bien la faire, mais une chose à la fois. Faire deux choses, avoir une business on the side, puis une job, j'avais de la difficulté. Je ne suis pas capable de vivre avec le fait de faire les choses à la moitié, si tu veux. Ça, c'était clair. Fait que j'ai dit, je lâche Corel, j'ai 3 mois de vacances d'accumuler. Au pire, aller, si je trouve rien en 3 mois de quoi faire, ben, je me retrouverai un autre job, ça va être tout. Puis finalement, ce qui est arrivé, c'est que je me disais, je savais à la base qu'il y avait un problème d'amener du talent chez Corel, d'être capable de trouver des contracteurs. C'était compliqué parce qu'on avait toujours une demande qui semblait plus je dirais, demandante que le reste de l'industrie. Alors, on avait besoin d'expertise plus approfondie pour développer ce qu'on voulait développer. Puis, quand je suis sorti de Corel, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas beaucoup de firmes qui avaient ça. Fait que j'ai décidé de partir une entreprise qui allait offrir des services de consultation informatique, de programmation, dans le fond, des services de programmation aux entreprises en haute technologie. Alors, qu'est-ce que j'entends par les entreprises en haute technologie? C'est les entreprises comme Corel, ou les entreprises comme Microsoft, ou les entreprises comme SAP, ou whatever. Strictement des entreprises qui vendaient des produits logiciels. Pas une banque ou euh, je sais pas, n'importe quelle entreprise. C'était pas du IT, Information Technology, c'était du Product Development. Puis à l'époque, il faut que tu reviennes 25 ans en arrière, Mike, c'était pas nécessairement, c'était beaucoup plus clair le monde, qui est une compagnie de produits, qui est une compagnie d'autres services. Puis on a décidé de se lancer là-dedans. Premier client étant Corel, parce que j'avais une réputation incroyable à Corel comme personne fiable, si tu veux, puis j'en étais très fier. Puis lorsque j'ai quitté, ça n'a pas été long quand je leur ai dit que ça me tentait de me partir à faire des contrats qui disaient, ben on va t'en envoyer des contrats, on a plus d'ouvrages qu'on a de besoin. Alors j'ai mis une équipe ensemble rapidement, on était
3 pour démarrer Macadémienne, puis rapidement, on est devenu 5, puis après ça, c'est devenu 10. Mais la première année, je pense qu'on a fini l'entreprise, la première année en 1997 jusqu'à 98, on a peut-être fini l'année à 10 personnes. Wow. Euh, mais, tu sais, on a commencé 3 gars. Puis la raison pourquoi j'avais 3 gars, 2 gars de plus avec moi, c'est qu'à l'époque, quelque chose qu'on ne parle pas souvent, c'est qu'on a besoin aussi de validation. Même si on a des idées assez fermes de ce sur quoi on veut travailler, on n'est pas tout à fait certain de nous-mêmes, pas nécessairement assez de confiance en nous, en tout cas pour moi. Puis j'avais besoin de partenaires, si tu veux. J'avais besoin de validation, d'avoir quelqu'un avec moi que je sentais qui était dans mon camp, si tu veux. Puis Absolument. ne pas me sentir seul, c'était super important. Mais à un moment donné, tu sais, ces gens-là que j'ai rentrés avec moi, ben, c'était utile à cette époque-là. Puis il vient un temps où ça devient moins utile. Tu sais, la béquille qui te permettait d'avoir confiance en toi devient peut-être une béquille qui te ralentit à un moment donné. Puis faut être ouvert au fait que notre perspective change, puis qu'on n'évolue pas tous à la même vitesse. Puis, tu sais, juste pour te donner un exemple, on était 3 pour commencer, on est devenu 5. Fait que, assumons que ces 5-là sont le core. Ben, après 3 ans, on était rendu à 3. Tu sais, on était passé de 5 à 3. Mais, entre-temps, on avait trouvé d'autres gens qui ont été avec moi pendant des années, là, pendant 20 ans après. Puis, c'était pas les gens du début, mais c'est qu'il y a une évolution dans une entreprise qui est très importante d'être à l'aise avec, que on a des gens qui nous aident, puis il y a une intersection entre l'utilité de ces gens-là, puis où l'entreprise est. Puis à un moment donné, cette intersection-là n'est plus là dans le temps, si tu veux, puis c'est correct. Puis C'est une faut, bonne façon de le voir. faut Ouais. juste être correct avec ça. C'est tellement une bonne façon de le voir. Tout est circonstanciel, dans le fond. Oui, C'est absolument. comme, tu peux, autant que tu peux dire, ah, mon entreprise, on a 200 employés. Euh, Fast forward 10 ans, puis peut-être que le skill set de ces employés-là n'est plus pertinent dans un monde Web 2.0. Puis sur ça, je veux revenir. Il y a de quoi qui me saute dans la face, qui est hyper important. L'idée qui a lancé Macadamian, ça a parti d'une observation dans le marché qu'il y avait un manque à combler. Puis pour toi, c'était très clair. Puis en y pensant, c'est très évident. Il y a une demande pour des programmeurs, pour des services de programmation d'autre qualité. Il y a un manque de programmeurs. On va essayer de combler ça. Mais en fait, ce que je veux mieux comprendre, c'est si des entreprises dans le software development comme Corel avaient de la misère à combler des postes de programmeurs, qu'est-ce qui disait que tu pouvais faire mieux qu'eux? Ah, c'est une très bonne question. L'idée au départ pour nous, c'était, euh, on se voyait pas initialement, Mike, comme étant une compagnie qui allait faire des services de vendre des programmeurs à l'heure toute sa vie, si tu veux, là. On se disait, on était des gars de produits, on venait d'une école de produits, si tu veux, puis on se disait, on va faire de l'argent avec les services, puis l'argent qu'on fait avec les services, on va l'investir dans le développement de produits. Alors, l'idée, c'était pas de devenir la grosse compagnie de services que Macadamian est devenue au départ. C'était, on va faire des services pour subvenir à nos besoins qui sont de développer des produits. Ce qu'on n'avait pas réalisé vraiment, par contre, c'est que c'est bien beau de développer des produits, mais il faut que tu sois capable de les vendre. Il faut que tu sois capable de faire du go-to-market, hein. Puis ça, c'est autant qu'on était bon à développer des produits, on n'était pas là du tout dans le go-to-market, vraiment pas, là. Nous, à Corel, ils nous fournissaient la pizza en dessous de la porte, puis on rencontrait jamais le monde de marketing, là, si tu veux. On était juste dans notre petit monde de développement, puis d'ingénieurs, puis c'était tout. Alors, le premier produit qu'on a développé, on s'est cassé les dents, dans le sens qu'on a fait quelques ventes, puis, rapidement, ben, l'année 2000 est arrivée. Avec l'année 2000, les technos ont tombé. Ça a été le dot-com est devenu le nuclear winter. Puis, Bots, dot bot.
Ouais, exactement, Dotbus. C'était très. Alors, quand nous autres, on était en grande dans le développement d'un produit qui s'appelait Syndeo à l'époque. C'était une plateforme de développement web. Puis, on avait vendu ça à l'État d'Alaska, on avait vendu au Nunavut, on avait vendu à quelques endroits, mais vraiment pas assez pour que ça soit significatif pour l'entreprise. Puis quand on s'est fait frapper avec le dot-com, qu'il y avait beaucoup moins de demandes pour des programmeurs, puis ça, c'était la deuxième phase de Macadémienne. Il y a aussi eu ce qui est arrivé avec l'année 2000, ça a été l'année où l'Inde a été légitimée dans le monde des programmeurs, si tu veux. C'est là qu'on pouvait vraiment faire beaucoup de travail en Inde. Puis là, ça faisait quoi des programmeurs nord-américains? Ça rendait notre vie plus difficile parce que les gestionnaires qui achetaient des services, qui étaient nos clients, nous disaient, ben, je peux faire, les gars en Inde, je peux les avoir pour 20% de ton prix. Alors, si tu me coûtes 100$, ben, je peux en avoir 5 en Inde pour toi, pour un de tes gars. Les Alors, effets de la globalisation exactement. Ça a étaient très frappé, clairs à ce point-là. ça a frappé hyper fort. Puis, on a été capable de garder des clients entre-temps, mais il a fallu changer de modèle. Alors, nous, c'était bien important de travailler de nos bureaux, mais à un moment donné, pour survivre, il a fallu aller travailler chez nos clients. Ça, c'était quelque chose qui était vraiment contre mes principes. Moi, c'était de créer une entreprise où on avait un sentiment d'appartenance et ce que faire du body shopping, ça faisait pas partie de ce que je voulais faire. Puis là, on était rendu qu'on faisait du body shopping, mais il fallait faire ce qu'il fallait faire pour rester en vie. Hein, tu sais, le rule number one of business is to be in business. Là. Alors, c'est ce qu'on faisait. Puis, à un moment donné, on a réalisé, par contre, dans cette phase-là, que même si l'Inde était forte à faire beaucoup de gros projets peu complexes, elle n'était pas super forte à l'époque de faire des projets qui demandaient des équipes restreintes, mais très poussées, si tu veux. Où la collaboration était super importante. Être dans le même time zone, c'était hyper important parce que c'est pas vrai qu'on pouvait juste avoir une spec, puis tu la pousses par-dessus le mur, puis là, tu implémentes la spec. Nous, c'était pas ces projets-là qu'on faisait, puis on était capable de se frayer un chemin dans le high-end product development. Alors, tu sais, Excellent. les versions, les bien gros de créativité, bien gros d'innovation, quelque chose qui est pas mûr. Comment on fait pour y arriver? C'est pas clair comment que la plateforme peut le faire. Tu sais, des choses, des fois, il fallait réécrire des bouts de Windows, nous autres, là, pour que le programme puisse faire ce qu'on voulait. Alors, c'est pas le genre de travail qui pouvait se faire n'importe où. Fait qu'on a continué d'avancer là-dedans, mais pour en venir au point de départ ici, c'est sûr que nous, quand on a commencé, faire mieux avec des programmeurs, on savait on avait une confiance incroyable dans le talent qu'on avait. Je savais que j'avais une équipe très forte. Les 5 personnes du départ, je te garantis, c'était un Le, All-Star. le All-Star team. Dream Team, A-Team. Exactement. C'était le Dream Team, c'était le A-Team. J'étais, tu sais, moi, d'une certaine manière, je savais que ces gars-là étaient tous plus forts que moi. Purement, tu sais, simplement, c'était. Alors, quand j'étais en avant de mes clients, puis je leur vendais mon équipe, la passion que j'avais, puis l'authenticité que j'avais était 110% parce que je sais qu'il était meilleur que moi, là, c'est clair. Là. Puis tu penses que je suis bon, ben là, j'ai des meilleurs en arrière de moi. Tu sais, Wow. fait que ça allait super bien de ce côté-là. Puis quand tu prends du monde qui sont bons, qui se mettent à engager d'autres mondes, ben ils engagent du bon monde. Tu sais, fait que là, nous, les premières années de Macadémienne, c'était infernal le niveau de talent qu'on avait et ça nous a amené de la business, puis ça a fait que les références étaient très, très hautes. Tout le monde avec qui on faisait affaire parlait à leurs collègues dans l'entreprise pour dire, ben, vous devriez faire affaire avec Macadamian. Fait que quand on rentrait dans un compte, c'était comme un feu de prairie, là, si tu veux, on était en feu, littéralement. Alors, c'était des super bonnes années pour nous, ça. J'ai plusieurs questions puis choses que je veux toucher, mais je sais pas si on a le temps pour tout ça, mais quand même, je vais les attaquer un par un. Premièrement, tu as mentionné que tu voulais t'entourer de plusieurs fondateurs ou de collaborateurs au tout début parce que c'était une question de confiance. Je pense dans tous les cas,
c'est important de s'entourer des bonnes personnes au début, puis Mhm. d'aller dans une startup tout seul. Je sais pas si tu es au courant de ça, mais les solo founder startups, je ne sais pas c'est quoi la statistique exactement, mais ils ont comme 4 ou 5 fois moins de chances d'avoir du succès qu'une startup fondée par 2 ou 3 Ah fondateurs. C'est drastique, c'est un step function. Puis là, ça commence à descendre encore, passer 4 fondateurs. Parce que là, je pense qu'il y a une autre dynamique qui embarque, c'est la politique. OK. Oui, Tu comprends? oui. So, ça monte, il y a une optimisation, puis là, ça descend. Um, je voulais juste prendre le temps de dire, je suis complètement d'accord avec ça, puis t'es pas seul. Je pense qu'il y a aucun humain qui peut être autant aussi confiant que de penser qu'il peut bâtir une entreprise de A à Z. Ça me permet de faire un segue dans le deuxième sujet, le uneasy alliance entre la vente puis le produit. OK? Dans une entreprise. Puis les programmeurs, typiquement, traditionnellement, ils comprennent pas trop le marketing, qu'est-ce qu'ils font les vendeurs, qu'est-ce qu'ils font les marketeurs, ils sont sur le téléphone toute la journée, ils niaisent, c'est juste du socializing. Puis le contraire est aussi vrai, comment les programmeurs sont pas social, sont un peu awkward, etc. Mais pour bâtir une entreprise, si tu as un bon produit, en fait, le meilleur produit, un excellent produit, puis pas de distribution, ton produit vaut rien. Puis l'inverse est aussi vrai. Tu peux distribuer rien, puis 0 fois quelque chose égale 0. Donc, cette réalisation-là aurait dû être intéressant pour toi. Puis je veux juste t'entendre un peu sur quand est-ce que tu as réalisé que tu devais bâtir une équipe plus balancée. Puis c'était quoi cette transition-là, cet apprentissage-là pour toi? Ben regarde, moi j'ai appris beaucoup, OK, dans le sens que j'ai beaucoup de moments dans mon parcours où je me dis, ah, une chance que j'avais du monde avec moi parce que il y a des choses que j'ai compris plus vite parce qu'ils étaient là. Puis ça, c'est une de ces choses-là, d'une certaine manière, qui pour moi euh, tombe dans cette catégorie-là. Là, l'histoire, c'est qu'au début, on était 5, comme je te disais, puis le business guy, c'était moi. Puis pourquoi c'était moi? C'était parce que, un, j'étais plus à l'aise à le faire, puis les 4 autres gars étaient comme un petit peu... euh, ça ne sert pas à grand-chose, cette affaire-là. Tu sais, c'est exactement ce que tu racontais dans les idées préconçues qu'on peut avoir. Là, si tu veux. Puis moi, d'une certaine manière, je me suis toujours perçu comme étant, j'ai un gros troc de 18 roues. Ça, c'est ma core business. Ça prend un petit troc en avant pour savoir où il peut passer le gros troc sur le chemin. Tu sais, y a-tu des câbles? Les côtes sont-tu trop grosses, trop hautes, trop à pic pour que le gros troc passe? Moi, je me suis toujours vu dans le petit troc en avant comme étant l'éclaireur pour voir un peu qu'est-ce qui se passe, pour s'assurer que le troc peut continuer d'avancer. Puis, c'est une image que j'ai toujours utilisée dans l'entreprise. Et d'une certaine manière, le monde se demandait souvent ce que Fred faisait dans le petit truck. Mais il faut être correct avec l'idée que tu sais, la valeur de ce que tu fais n'est pas nécessairement dans leurs yeux, elle est dans les résultats de la business. Et pour moi, c'était toujours super important ça. Mais quand on vient au marketing, mettons, moi, je me voyais comme étant quelqu'un de correct en affaires. Faire du business development, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, puis dans lequel je me plais beaucoup. Je peux être assez technique, je suis capable d'entre-gens, tout ça, tu sais, j'ai un bon blend. Mais quand c'est venu au marketing, j'avais un cofondateur à l'époque qui me disait, ben Fred, on doit avoir du co-marketing, on doit avoir du marketing, on doit avoir une brochure, on doit avoir un product spec, tu sais, un spec sheet du produit, on doit avoir toutes ces choses-là, puis ça va nous aider. Puis moi, j'étais vraiment pas, j'ai toujours été à mes très, très proche de mes scènes, comme on dit, là, dans le sens que dépenser de l'argent sur quelque chose comme ça, c'était pas un réflexe. Mais tu sais, à force de jaser, j'ai réalisé que oui, si on va à un show, ça va être important d'avoir un livre behind, ça va être important d'avoir une brochure. Puis, une chance que j'avais une équipe pour réaliser ça. Fait que nous, on a commencé à jaser, à travailler avec des gens à l'externe qui nous aidaient au départ à faire ce genre de choses-là, parce que c'était pas des
habilités ou un rôle qu'on avait à l'interne, on était encore trop petit. Puis, à un moment donné, on a engagé un gars qui était en QA. Puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ce gars-là avait beaucoup, beaucoup de potentiel. Puis c'est ça qui est le fun dans un startup. C'est qu'au départ, tu es engagé pour quelque chose, mais le sky is the limit, tu peux devenir à peu près n'importe quoi dans l'entreprise, étant donné ce que l'entreprise a de besoin. Puis lui, il a vu le marketing comme étant quelque chose qui pouvait se- qui pou- il en a pris charge. Et comme à un moment donné, on s'est reviré de bord, puis Mathieu s'occupait de tout. Il s'occupait du marketing de A à Z. Le website, le produit, le support. C'était une vraie farce, là, comment cette personne-là en a mené large, si tu veux, puis c'était un super bon. Il avait été engagé pour faire du QA, là, mais là, il était rendu qu'il menait tout le marketing pour Macadamian à l'époque, des services et du produit. Fait que tout ça pour dire que j'aimerais bien ça dire que j'ai réalisé qu'on avait besoin de marketing. Non, mais c'est mon équipe qui m'a dit qu'on avait besoin de marketing. C'est mon équipe qui m'a dit qu'on avait besoin de plein de choses qui ne me viennent pas à l'esprit, là. Mais c'est à ça que ça sert une équipe, là. On est plus fort ensemble, là. Puis d'être capable d'écouter, c'est important. Puis tu sais, il y a des fois, c'est important de répéter parce que les choses ne rentrent pas du premier coup, tant que moi, je vais dire des choses que eux vont me les dire. Tu sais, il y a un proverbe en anglais qui dit When the student is ready, the teacher shows up. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu sois prêt pour recevoir la connaissance, hein. Puis c'est pas nécessairement quand la personne qui te parle, qui veut te donner la connaissance, que c'est le temps, c'est toi quand tu es prêt. Puis tu sais, je me cogne sur la tête des fois avec les erreurs que j'ai faites, mais c'est ça, on s'en sort pas, là. Il y a une maturité, puis il y a une progression dans une situation qui se fait, puis à un moment donné, ça devient évident qu'il faut le faire. C'est Moi, je pense qu'en dehors, ceux qui n'ont, les gens qui n'ont pas d'entreprise ou qui n'ont pas d'expérience en affaires, souvent pensent que toutes les décisions sont prises par le CEO, le fondateur, peu importe. Mais ça peut pas être plus loin de la réalité d'une bonne entreprise en santé, selon moi, où il y a une bonne délégation de la prise de décision, puis que le chargé du marketing va vraiment comme prendre beaucoup de décisions, puis on doit lui faire confiance ou lui faire confiance avec ces décisions-là. Donc, c'est un peu ce que tu fais preuve de dans les premiers jours de Macadamian. J'ai vu ça aussi dans nos startups, dans notre incubateur aussi. Les meilleures équipes sont plutôt décentralisées. Il y a énormément de talent dans tous les départements, puis c'est un organisme qui travaille avec chaque pièce, tu sais, un super organisme où il y a beaucoup de collaboration. Um, je veux apporter la discussion à un sujet qui est comme très intéressant pour moi parce que j'ai pas passé par là. Quoique j'ai étudié en génie, j'ai jamais vraiment fait du gros engineering technique. J'ai tout de suite sauté dans un rôle, tout le temps dans des rôles plus de business development, vente, marketing, leadership, etc. Mais toi, tu as vraiment été un développeur ouais. hyper technique, bien outillé. Puis j'imagine que par la fin de ta carrière, tu ne fais plus beaucoup de code, c'est-à-dire tu n'écris plus beaucoup de code. Donc, il y a une transition qui a été faite. Puis je suis curieux, quels étaient les plus grands apprentissages que tu as faits entre codeur à gestionnaire slash leader? Puis quelles étaient les choses les plus difficiles à oublier comme de ton ancien rôle, si je peux poser ça comme ça? Ouais. Ben, je- ce qui est. Excuse-moi, Ben. On va reprendre, tu couperas ce bout-là. Tu peux-tu faire pause un petit peu, là? OK. Alors, les choses qui ont été difficiles d'apprendre et de désapprendre, si tu veux, c'est comment. Une des choses que je me souviens clairement, c'est comment je mesurais ma productivité. Puis en tant que programmeur, ben, c'était en tant que nombre de lignes de code aujourd'hui ou nombre de bugs réparés.
Quand je m'en allais le soir à la maison, je pouvais avoir une bonne idée de si j'avais avancé ou si j'avais eu une mauvaise journée, si tu veux. Je le regardais de cette manière-là. Quand je suis devenu gestionnaire d'équipe, ben cette mesure-là, je l'ai perdue, puis ça a été probablement là où je me souviens d'avoir le plus de difficultés à mesurer ce que je faisais, quel impact ce que je faisais avait, si tu veux, sur l'équipe. Puis, tu sais, à ce jour, c'est encore un petit peu difficile de voir concrètement l'impact qu'un leader peut avoir ou qu'un gestionnaire peut avoir. Puis c'est là que j'en suis venu avec la métaphore du petit camion et du gros camion. Tu sais, le petit camion est toujours là pour s'assurer que le gros camion peut passer. Alors, dans le contexte de Corel, à l'époque, c'était de m'assurer que moi, j'allais participer à des rencontres qui faisaient que mon équipe avait au moins un mois d'avance d'ouvrage de fait, que c'était clair, qu'il n'y avait personne qui se tournait les pouces. Ce genre de choses-là, ça devenait ma responsabilité en tant que gestionnaire. En tant que, quand j'ai démarré ma académie, j'étais programmeur au départ. J'ai pas été programmeur longtemps parce que, comme je te disais, les gars avec qui j'étais étaient beaucoup mieux que moi. Alors, c'était bien plus important que moi, je m'occupe de ce que j'avais plus de facilité à faire qui était dans le monde des affaires et qui, pour eux, était une perte de temps totale, si tu veux. Là. Alors, leur talent était ailleurs. Moi, mon talent était peut-être déjà de voir un peu plus à l'horizon que eux. Quand tu es programmeur, tu regardes plus les choses à faire maintenant, puis tu pars, tu regardes le backlog, puis tu groomes le backlog, puis tu pars à faire les choses. C'est de là que partent tes tâches, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui va dans le backlog? Ben, c'est qu'il y a d'autres activités qui se font en amont. Puis moi, c'est là que je me sens le plus à l'aise. Mais je peux pas te dire que je suis capable de mesurer ma productivité ou d'arriver le soir puis me dire ça a été une super bonne journée. Malgré que quand c'est une journée où je fais beaucoup de BD, ben quand tu as eu quatre cinq bonnes conversations, c'est, moi, ça me rend sur un high incroyable là, de pouvoir avoir ces conversations-là. Je tire beaucoup d'énergie, même si je suis un introverti, je tire beaucoup d'énergie de parler à des gens étrangement. Euh, ces conversations-là de développement d'affaires, de vente ou de quelle qu'elle soit, c'est toujours quelque chose de très intéressant pour moi. C'est un peu là que j'en suis. Oui, je comprends. Euh, c'est comme si la gestion puis le leadership est beaucoup plus opaque à comme comprendre on a de la misère à comprendre son impact parce qu'il y a beaucoup de conséquences ou bénéfices de deuxième, troisième, quatrième ordre, si tu comprends ce que je veux Oui, dire. oui, C'est-à-dire, tu vas avoir une rencontre avec un employé ou un membre de l'équipe pour euh, mieux leur outiller à attaquer un problème pour la prochaine fois, mais tu vas pas voir le résultat de ça immédiatement. C'est-à-dire, eux autres, ils vont l'absorber, ils vont peut-être commencer à l'appliquer, mais l'impact peut être immense sur 5 ans, sur 10 ans, à exact. cause de cette première rencontre que tu as eue là. Donc, d'où vient comme le terme multi-order consequences. Puis, tu le vois pas tout de suite, mais il faut que tu aies une bonne intuition pour savoir est-ce que le input que j'ai ajouté au système, à l'entreprise, est-ce que ça va nous donner un bon lift, un mouvement plus dans le positif. Puis ça, c'est un art plus qu'une science, on dirait. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, là, mais c'est comme, faut vraiment que tu le feels. Oui, ben, je pense que justement, tu mets le doigt sur quelque chose, c'est que tu peux, tu sais, autant qu'on a des mesures avec lesquelles travailler en tant que leader, ces mesures-là, c'est pas nécessairement une action concrète de ta part qui va faire qu'elles vont s'améliorer ou se détériorer. Tu sais, c'est très important que, en tant que leader, on peut pas juste être en amour avec le concret. Il faut vraiment regarder comment on fait que l'équipe travaille bien ensemble. Tu sais, un gestionnaire, c'est quoi? C'est s'assurer que tu as le bon monde sur l'équipe, c'est s'assurer qu'ils sont dans les bonnes positions. Alors, c'est l'autobus, assure-toi que tu as le bon monde sur l'autobus, qui sont assis à bonne place dans l'autobus. Après ça, assure-toi qu'ils ont des tâches intéressantes.
Puis la dernière chose, c'est assure-toi que l'équipe a une cohésion puis qu'elle reste cohésive. Puis, tu sais, en tant que gestionnaire, ça a été des quatre principes avec lesquels j'ai travaillé longtemps parce que de savoir où tu es faible, de savoir où tu es fort dans ton équipe, puis de t'assurer que l'équipe a une tension créative saine, c'est là qu'est le beau mix, là, si tu veux. Ça peut pas être super confortable, ça peut pas être ça peut pas être l'enfer. Il faut que tu trouves le milieu qui fait qu'il y a juste assez d'inconfort pour que le monde produise le mieux possible dans un environnement très agréable où c'est motivant de produire. Mhm. Oui, tout à fait. Puis, je me demande, tu sais, tu bâtis pas une entreprise comme Macadamian sur plusieurs décennies, puis tu fais pas face à des bons challenges. Puis tu as déjà parlé d'un challenge d'avoir tu sais, il y a des petits challenges comme acquérir des compétences en marketing. Ça, c'est petit. Mais selon toi, là, dans ta carrière avec Macadamian, c'est quoi le plus gros challenge que toi, tu as fait face? Et comment est-ce que ce challenge-là t'a comme forcé à changer ton approche? Ben, regarde, il y en a eu plusieurs. Tu sais, c'est quand tout le monde, le monde qui regarde une entreprise, longtemps, j'ai été coupable de ça d'ailleurs, qu'une entreprise, ça va vers la droite puis toujours en hauteur, si tu veux, là. C'est pas ça. Une entreprise, c'est des hauts et des bas constamment. Puis c'est pas un signe que t'es pas bon si tu as des bas, là. Tu sais, tant que tu es en affaires, tu tires ton épingle du jeu, c'est correct, là. Continue, il va y avoir un tournant qui va être bon pour toi. C'est la c'est de même que je regarde ça de plus en plus. Mais, tu sais, ta question est super intéressante. Puis, je la vois de deux manières. Tu peux regarder un événement externe. Tu sais, comme moi, si je pense à un événement externe qui m'a ouvert les yeux à Macadamienne, ben, c'était la faillite de Nortel. Ça a été un, un gros coup de poing dans la figure pour nous autres. Là, tu sais, comme Mike Tyson a dit, là, tout le monde a un plan jusqu'à temps que tu te fasses frapper dans le visage. Là. Puis, ça a été notre réveil à nous. On avait beaucoup de business avec Nortel, puis il a fallu se réveiller rapidement. Comment on va faire pour survivre cette époque-là, cette période-là, si tu veux. Euh, Facilement un des défis les plus stressants puis les plus difficiles que j'ai eu. On avait eu des mises à pied temporaires à faire, de l'ordre de 40 personnes, 45 personnes à l'époque, puis c'était près de la moitié de la compagnie, ça, là, le mec. Alors c'était euh, un gros coup sur l'ego, certainement. Et plein de choses qu'on a appris avec ça aussi, là, qui pourraient faire partie d'un autre podcast là, sur faire affaire avec une entreprise qui est sous la protection de la loi de la faillite. Là, c'est une autre dimension complètement. Mais quand j'ai amené la notion d'ego, si tu me demandes le plus gros défi qu'on a en tant qu'individu dans la vie, c'est de gérer notre ego. Puis la psychologie du CEO, là, si tu veux, pour moi, ça a été la chose où j'ai travaillé le plus sur moi. Hmm. Parce que l'équipe va aller aussi vite que moi, je peux aller vite, si tu veux. Puis moi, je dois grandir plus vite que mon équipe d'une certaine manière pour que mon équipe puisse grandir. Puis à un moment donné, en 2009, cette réalisation-là, après avoir passé à travers Nortel, ou juste avant, j'ai décidé de joindre un groupe de pairs CEO, si tu veux, des collègues CEO. Puis on se rencontre une fois par mois. Ça s'appelle The Executive Committee, c'est tech, mais c'est comme YPO, c'est comme un groupe de support pour CEO, si tu veux. Mais ces gens-là, ça fait maintenant près de 15 ans que je les vois une fois par mois, puis c'est devenu des amis. Ils savent à peu près tous les défis à travers lesquels j'ai eu à passer, tant personnel que professionnel. Puis c'est des choses qui m'ont permis d'augmenter ma vélocité en tant que leader énormément. C'est sûr qu'il faut avoir l'ouverture. Plus on en met sur la table, plus on est capable d'en retirer. Moi, je crois en mettre une bonne quantité. Si tu veux, je me mets toute là.
Puis après, ça devient à moi d'être capable d'appliquer ce que j'entends puis ce que j'apprends de ces gens-là. Mais je reviens à ça. Tu sais, on peut avoir des coups de l'extérieur, c'est ce qui va arriver constamment, mais comment on réagit à ces coups-là, ça vient de nous. Puis ça, honnêtement, la conversation qu'on a continuellement avec nous, c'est ce que j'appelle l'ego. C'est celle-là, la voix qui est dans notre tête, qui est tout le temps en train de nous dire des choses, pas nécessairement comme un ami nous parlerait. D'être capable de prendre des distances par rapport à ce voix-là, c'est un défi de tous les jours pour moi. Puis plus je suis capable d'être distancé par rapport aux choses que je me dis, plus je suis efficace, si tu veux, dans ce que j'ai à faire dans le moment. Puis quand dans le fond, dans ma vie, si tu veux, comme je te disais, de gérer ma psychologie, c'est un défi de tous les instants. Mais quand on commence à 26 ans une entreprise, il y a beaucoup de naïveté. Puis il y a beaucoup de choses qu'on fait parce que on est peut-être un petit peu naïf, en fait, puis on les fait sans trop se poser de questions. Alors, je pouvais dire des choses assez brutales qui devaient être dites, mais qui auraient pu nécessairement, peut être dit de manière plus constructive, si tu veux, mais je les disais quand même parce que j'étais fier d'être un peu un tough, là, si tu veux. Puis là, à un moment donné, si je regarde mon évolution dans la trentaine, le doute s'est comme installé. Est-ce que c'est le genre de choses que je dois dire? Est-ce que c'est des choses qui se disent? Je sais pas, il y a eu une période où tu commences à être conscient de l'impact de ce que tu dis, de l'impact de ce que tu penses, beaucoup plus, puis de gérer ça en fonction de tes objectifs. C'est là que tu deviens dans une trappe, si tu veux, où ton ego te parle, puis d'être capable de dire ce que tu as à dire ou de prendre les décisions en fonction des objectifs que l'entreprise a au lieu de la voix qui Absolument. parle. Puis, ça a été un gros défi, ça. Mais quand je fais l'évolution, c'est quand on commence, on est inconscient, incompétent, si tu veux. Puis là, à un moment donné, on devient conscient, compétent. Puis là, après ça, on devient, inconscient, incompétent, conscient, incompétent, conscient, compétent, puis inconscient, compétent. Alors, mets ça dans le contexte de conduire une voiture. Au début, tu ne sais pas conduire la voiture. Puis là, à un moment donné, tu sais que tu ne sais pas conduire la voiture. Puis là, à un moment donné, tu sais comment conduire la voiture, puis tu sais comment que tu fais pour conduire cette voiture-là. Puis là, à un moment donné, tu deviens tellement efficace que tu le fais automatiquement. Tu es compétent de manière inconsciente, si tu veux. Mais il y a plein de choses qu'il faut être capable de devenir conscient qu'on est compétent et conscient qu'on est incompétent. C'est deux choses qu'il ne faut pas perdre de vue parce que quand on devient inconscient de quelque chose, ça, c'est des blind spots. Puis, on n'est pas à notre top quand on opère de nos blind spots, si tu veux. Puis, tu sais, tu peux même dire qu'il est nécessaire de le vivre pour développer ces sens, je dirais sensitivities, tu sais, Mhm. à l'impact que nos mots pourraient avoir auprès de notre équipe, de nos collaborateurs, de nos clients, par exemple. Parce que un peu comme je l'avais mentionné tout à l'heure, tu peux avoir une discussion avec quelqu'un, puis ça peut avoir un impact positif à long terme. Mais dire la mauvaise chose peut rester avec quelqu'un pour le long terme. Ils Longtemps. vont être tout le temps marqués avec comment ils se sont sentis dans ce moment. Puis ça, c'est une leçon, selon moi, que tout le monde apprend en affaires. C'est l'impact de nos actions puis nos mots sur le moyen long terme. Comme tu dis, il faut apprendre à tuer l'ego parce que à la fin de la journée, c'est comme une embûche qui peut juste mettre dans tout plein de troubles. Ça peut complexifier les choses, ça peut obfusquer des collaborateurs, des employés. Donc, je pense que tu apprends assez rapidement, ou peut-être moins rapidement pour certaines personnes, pour peu importe quelle raison, que il Mais faut tuer ton ego le plus possible. ben, il faut être capable de le gérer, d'être toujours capable de comprendre euh, est-ce que j'agis en fonction des objectifs de l'entreprise ou est-ce que j'agis en fonction d'objectifs personnels ici. Puis je veux que ça soit bien compris que c'est pas, quand on dit ego là, ici, ça ne veut pas dire qu'on a l'ego plus grand que la place ou la tête enflée. L'ego, c'est aussi quand on se dit qu'on est idiot, c'est quand on se dit que
tu aurais pu faire mieux, épais. Puis c'est ça l'ego aussi. C'est quand on dit des choses méchantes à quelqu'un, c'est l'ego aussi qui est en jeu, là. Ou c'est quand on essaye de sauver une situation entre deux collègues qui sont en train de s'enliser, on arrive là comme sauveur. Tu sais. À un moment donné, quand on est capable d'être conscient de l'intervention qu'on est en train de faire, si elle est en fonction des objectifs de la compagnie versus ou les objectifs de vie qu'on a, ou en fonction de bien paraître ou d'une vendetta ou qu'on est une victime, tu sais, c'est là que l'ego joue beaucoup. Puis, tu as dit une affaire qui m'a allumé, c'est faut être conscient de ce qu'on dit qui peut faire mal aux gens. Ça, c'est hyper vrai. Faut pas être quelqu'un de méchant quand on veut, volontairement, si tu veux. Mais en même temps, c'est apprendre aussi au fait qu'on n'est pas responsable du bonheur des gens autour de nous. C'est eux qui sont responsables de ça. Puis toi, en tant que leader, ta job, c'est de livrer sur les objectifs de la compagnie et ça veut dire d'avoir les conversations nécessaires pour être capable de livrer sur ces objectifs-là. Puis il y a des fois, tu vas te retrouver en face d'une conversation où ton ego va dire, ben dis pas ça, tu vas lui faire mal. Mais non, mais OK, il doit y avoir moyen de dire ça ici dans le contexte que je vais servir l'entreprise pour qui je travaille, en même temps d'être capable de vraiment dire Mais le- ça, c'est le la- gros balancing act, hein? exactement. C'est en plein ça. Puis C'est le pas défi évident. du leader, il est là. C'est pas évident. En tout cas, je suis en apprentissage en ce moment. C'est tout un art. Puis je salue les leaders comme toi qui ont développé ça de façon qui l'ont même maîtrisé avec le temps parce que ça prend du temps. Oui, Donc, absolument. Mais tu sais, euh, faut toujours, à un moment donné, être capable, le plus vite qu'on est capable, puis c'est un travail de toute instance, là, le plus vite qu'on est capable de mettre de la distance entre ce qu'on pense puis ce qu'on fait, le plus rapidement on va se rendre où on veut. Puis quand on commence à se dire, euh, mettons, je vais prendre un exemple, je suis idiot dans. Je suis en train de faire quelque chose, puis là, ma voix me dit je suis idiot. Ben, au lieu de se dire je suis idiot, qu'on se dit je note que je suis en train de me dire que je suis idiot, on vient de mettre un peu de distance là. Puis là, à partir de là, on est capable de se dire ben, est-ce que me dire ça en ce moment, ça aide la situation? Est-ce que ça m'aide à être la personne que je veux être? Est-ce que ça m'aide à faire à vous tirer le meilleur du moment actuel? Non. Alors, là, on vient à changer les choses. Puis, le plus gros défi que j'ai, moi, en tant que personne, il est là. C'est clair. ça, c'est un excellent thought experiment de se voir d'une troisième œil, Ouais, third party, ouais, puis se critiquer de façon plus subjective oui. et moins dans le subjectif, je pense. Ben, Euh, moi, le prendre pour du cash. Tu sais, cette voix-là, elle parle tout le temps. Puis on la prend pour du cash. Puis elle drive des actions comme c'est pas possible. Tu sais. Puis c'est correct. C'est ça qui fait qu'on avance. Mais à un moment donné, tu sais, un exemple que j'entendais l'autre jour, c'était sur le podcast de Tim Ferriss, puis c'était le gars de 10% Happier. Puis il disait, tu sais, à un moment donné, quand ça fait 17 fois là, que tu te dis la même chose, là, je suis donc bien idiot d'avoir manqué mon vol. Commence à te demander, est-ce que c'est utile de te dire ça? Là? Puis et puis là, à un moment donné, tu t'en vas ailleurs quand tu commences à te dire ce genre de choses-là. Alors, si j'avais un conseil à donner aux gens, c'est à un moment d'avancer là-dedans, c'est de ne pas négliger ça, si tu veux. Parce que le monde, ils vont parler, c'est le mindset, c'est une vue comme toujours regarder l'objectif, mais il y a plus que ça en dessous. Tu sais, c'est comme result over ego. C'est l'équation qu'on est toujours en train d'essayer de résoudre, si tu veux. Puis si tu opères de ton ego, tu n'auras pas les résultats que tu veux. C'est un peu comme ça que je le somme. Super, super pertinent pour les entrepreneurs, les futurs leaders de demain qui écoutent en ce moment. Il y a beaucoup à comme décortiquer là, puis je pense qu'on va devoir faire un autre podcast pour aller plus en détail. J'aimerais poser une question pour venir à ton entreprise Macadamian parce que une grande nouvelle l'an passé,
tu as fait un exit avec Macadamian. Mhm. Je ne sais pas à quel point tu peux partager les détails de cette transaction-là, sans toi bien à l'aise, mais d'aller de zéro à exit, ça c'est le rêve de plusieurs entrepreneurs. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du processus du exit? Euh, Qu'est-ce qui t'amène à prendre cette décision-là au final de vendre ton bébé dans un certain sens? Euh, Apprentissage, comment tu t'es senti? Puis après ça, j'aimerais te poser une question plus personnelle post-exit, mais Mhm. commençons avec ça. Ben, dans le fond, l'exit de Macadamian, ça a été probablement très similaire à beaucoup de compagnies. C'est un processus assez intense, je dois te dire. Là. Quand ça vient le temps de faire la vérification diligente, là, j'ai été surpris euh, le niveau de détail qui a été découvert, là, si tu veux, ou qui a fait partie du processus. Beaucoup de soirées qui se sont finies très, 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 très tard pour donner toute l'information qui était demandée. Puis, tu sais, on parle d'informations, là, c'est sûr que tu ne retournes pas 25 ans en arrière, mais à un moment donné, plus tu es en affaires longtemps, plus tu en as des affaires à discloser, si tu veux. Euh, mais nous, ça a commencé euh, d'une manière bien similaire aux 25 autres fois que j'ai eu ces conversations-là. Là. C'est parce que ce qu'il faut dire, on avait une réputation quand même très bonne dans le marché. On faisait quelque chose qui, sans être un marché incroyablement grand, avait une pertinence dans le marché. Nous, ce qu'on faisait, c'est du design-led engineering. Alors, on aide nos gens ou nos clients à conceptualiser des projets à travers le design pour comprendre leur but d'affaires, puis comprendre comment une solution digitale pourrait assister leur but d'affaires. Puis une fois qu'on a ça, on fait le code qui va avec. Alors, le meilleur moyen d'expliquer ça, c'est on serait un bureau d'architecte avec une shop de contracteur général, si tu veux. Là, puis, c'est un peu ça, Macadamienne, maintenant, dans le domaine de la santé. En 2016, on a décidé de sauter à deux pieds joints dans la santé. On a décidé d'arrêter de se garrocher à gauche et à droite puis d'être les meilleurs dans tout. On s'est dit, on va être les meilleurs en expérience digitale dans le domaine de la santé. Puis ça a réduit notre marché d'une certaine manière, mais ça a augmenté la vélocité de la business parce qu'on venait de diminuer, on venait de concentrer nos dollars de go-to-market dans un marché au lieu d'être partout, si tu veux. Alors, on investissait seulement dans des shows de santé et tout et tout. Alors là, long story short, ça fait qu'on a rencontré des joueurs plus gros à travers cette, cette aventure-là, qui étaient eux aussi spécialisés en santé, puis qui avaient besoin de ce qu'on avait. Parce que le domaine de la santé, c'est quatre sous-marchés. Il y a le marché des medical devices, qui était le marché dans lequel Macadamian œuvrait. Mais là, après ça, tu as trois autres marchés. Tu as le marché pharma, tu sais, les vaccins COVID, ça serait le marché pharma. Puis après ça, tu as le provider market. Provider, c'est plus les hôpitaux, les fournisseurs de services de santé. Puis là, après ça, tu as le payer market. Puis le payer market, c'est les assureurs, ceux qui paient pour les soins. Et eux, notre acheteur était dans le payer et le provider, puis ils voulaient s'en aller dans le medical devices. Alors, on était un target idéal pour eux parce que même si on était dans le même marché, on n'avait aucun overlap côté client. Alors, quand ils ont commencé à nous parler, ça a commencé au mois de, je sais pas, je vais dire juillet peut-être. Moi, j'ai des conversations comme ça, j'en ai eu plusieurs, puis j'étais un petit peu, pour te dire, comme un autre. C'est un autre, là. Puis Ouais. ce que j'ai Une fait, c'est que opportunité. j'avais mon bras droit, puis je lui ai dit, tiens, parle-leur donc à eux. Peut-être que ça va être intéressant, puis ça va te donner une expérience que tu n'as pas eue encore. Puis ce qui est arrivé, c'est que ce processus-là, 3, 4 mois plus tard, eux, à force de se parler une fois par mois, ils ont comme réalisé qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Puis, à un moment donné, on en est venu où on était au moment de faire un LOI, Letter of Intent. C'est là que moi, j'ai embarqué dans le processus. Quand on a commencé à négocier le LOI.
Parce que c'est plus sérieux à ce point-là. Oui, exactement. Tu dis, OK, je peux investir mon temps, il y a une réelle opportunité. C'est en plein ça. Parce que moi, ma tête était vraiment à j'ai beaucoup de choses à faire encore. Puis c'était comme vendre la compagnie, c'est toujours une des options, mais ce qu'on faisait était quand même très intéressant. J'étais dans un rôle qui me plaisait bien, puis dans une étape où on était en train de construire des choses extraordinaires pour la COVID. Puis, tu sais, j'avais du fun, là. Mais quand la LOI est arrivée, j'ai commencé à négocier, puis ça a été un processus de, tu sais, je vais dire au moins 4 mois. Pas la négociation du LOI, ça a été 1 mois. Puis après ça, il y a eu une vérification diligente de 3 mois, où là, c'était plus intensif, puis mon équipe a été plus engagée. J'ai parlé à mon équipe de direct. Tu vois, eux, je leur ai parlé vers la mi-décembre de tout ça, mais on était déjà comme dans le processus depuis 2 mois de vérification diligente. Puis là, je leur ai dit, regarde, on est rendu à l'étape où je pense on vient de passer le 80% des chances que ça arrive, là. Parce que, tu sais, une chose qui est claire, c'est que j'en ai signé une fois un autre LOI. Puis, tu peux signer un LOI, tu penses que tu as vendu, mais c'est pas. Non, c'est pas N'importe fini. quoi peut arriver. N'importe Mm. quoi peut arriver. Alors, puis ce que j'ai réalisé, c'est que j'en avais parlé à plusieurs à l'époque. Quand la première fois que c'est arrivé, ça faisait 3 ans qu'on était en affaires. Puis il y en a qui ont perdu le feu à cause qu'ils ont su qu'on allait peut-être vendre, si tu veux. Puis ça a été très démotivant pour eux autres. Mm. Ça l'est démotivant. Tu vois, tu commences déjà à dépenser l'argent que tu as, là, si tu veux. Puis tu te rends compte que là, elle ne sera pas là. Ça peut être très démotivant. Alors ça, c'était une leçon que j'avais apprise. Mm. Je dis, je vais garder l'information un peu plus longtemps pour moi. Fait que jusqu'à, mettons, à la mi-décembre, il y avait 4 personnes dans l'organisation qui connaissaient ce qu'on faisait. Mm. Puis là, après ça, j'ai parlé à mon équipe. Je leur ai dit, d'ici un mois, on devrait faire partie de cette nouvelle organisation-là. Puis c'est à peu près ça qui s'est réalisé. Je pense que ça a été au lieu d'un mois, 6 semaines. Mais nos gens, notre équipe, on leur a parlé quand on a signé l'accord définitif. Ça, c'était à la mi-janvier. Euh, Donc, combien de temps avant la transaction? 2 semaines. 2 semaines avant que ça Wow. soit la transaction. Puis là, ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va arriver avec nous? Mais on était prêts. On avait la communication de prête. Puis lorsque, tu sais, on a fait C'est fou rentrer quand le même. nouveau. Comment tu dis? C'est fou quand même, Fred. Puis t'as appris ça par l'essai-erreur dans le passé, tu sais. Puis ça revient à notre discussion d'il y a comme 20 minutes, de comme qu'est-ce que tu dis a un impact sur l'entreprise et les individus dans l'entreprise, right? So, Oui. t'as essayé de trouver le ballon parfait, puis pour toi, I guess, je suppose que c'était 2 semaines avant ou que tu risquais pas d'offusquer trop tôt les employés, les démotiver, ça pourrait tuer le deal. Um, puis tu sais, en tout cas, c'est fascinant. Puis bon, je te laisse continuer. Je voulais juste prendre un Mais moment. regarde, c'est pas comme si on n'a pas eu plusieurs conversations along the way qui étaient, ben OK, est-ce que c'est le temps de le dire, là? Puis est-ce que c'est le temps de le dire? Puis moi, je revenais beaucoup à mon expérience en disant non, c'est pas le temps parce que c'est-à-dire-là, je ne sais pas qui va arriver. Puis là, je me faisais dire, ben Fred, c'est sûr que ça va arriver, regarde, on est rendu là. Puis là, on parlait à l'avocat, puis les avocats disaient, regarde, tout peut arriver. Ils peuvent trouver quelque chose dans la vérification diligente qui disent, nous, on n'est pas d'accord avec ça, ou ça fait qu'on va changer la valorisation totale du deal. Puis là, ce qui va faire que pour nous, ça n'a plus de bon sens. Tu sais. Alors, tu veux arriver à une place où tu es confiant qu'ils ont découvert tout ce qu'ils avaient à découvrir, puis que ça ne change pas leur opinion, puis que toi, tu es une place où tu leur fais de plus en plus confiance aussi. Parce que je ne suis pas nécessairement quelqu'un qui fait confiance énormément en partant. Euh, c'est le même que je suis. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y avait une certaine crainte de ma part. Puis il y a des gens que je connais qui ont vendu leur entreprise, qui en ont parlé plus tôt. On a chacun C'est nos pas une manières règle. de penser. Puis moi, ce qui m'aidait à dormir le soir, c'était de savoir que j'aurais pas à expliquer si ça plantait. Ça me tentait pas d'avoir à l'expliquer. Tu sais. Puis si j'ai juste à me dire, moi, ben regarde, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, à moi, puis à 3 autres personnes, ben ça sera ça. C'est tout. OK. Sur le même sujet du exit,
premièrement, pour l'auditoire, est-ce que tu peux parler un peu plus les détails de la deal? Quel ordre de magnitude? Euh, c'était-tu un unicorn? C'était-tu un... Une entreprise de service, c'est une entreprise de service. Hein. Il faut comprendre que la- nous, on a eu une belle valorisation parce qu'on était dans le domaine de la santé. Puis, c'était un bon coup de notre part de se spécialiser. Parce que si on avait été un généraliste, ça aurait été plus Plus difficile compliqué, d'avoir plus cette difficile. Il aurait valeur-là. fallu être beaucoup plus gros pour avoir une belle valeur, si tu veux. Mais, tu sais, une règle du pouce dans le monde des services, c'est si tu fais une fois les revenus, c'est une bonne valorisation. Nous, on a fait plus qu'une fois les revenus, alors c'est une très bonne valorisation. Et on est content de ça. Mais, tu sais, ultimement, il y a la valeur du deal. Moi, j'étais propriétaire de beaucoup des actions. Fait que, veux pas, c'était une bonne deal. C'est un facteur important. Oui, C'est exactement. valeur fois Mm. équité dans la business. C'est en plein ça. C'était un bon chiffre pour moi. Ça rencontrait mes attentes. C'était important en tant qu'actionnaire dans ce deal-là que j'avais l'exit que je considérais un bon retour sur l'investissement que j'avais dans Macadamian. Euh, une chose par rapport à l'exit aussi qu'il ne faut pas perdre de vue, Mike, c'est que en tant que leader de l'entreprise, c'est important pour moi, en tout cas, c'est important d'être capable d'être en avant de mes employés puis de leur dire ce qu'on fait là, ça va être une belle continuité pour Macadamian. Parce qu'on est acheté par une compagnie qui œuvre dans le même domaine que nous. Donc, les synergies sont plus naturelles que bien d'autres deals que j'ai pu regarder avant. Puis, moi, ici, ce matin, je suis capable de vous dire que c'est bon pour les actionnaires, c'est bon pour nos clients et encore plus important, c'est bon pour vous puis vos possibilités d'emploi, de grandir dans une nouvelle job. C'est une entreprise qui est plus que 10 fois notre grandeur. Alors, tu sais, il y avait des clients qui étaient aussi gros que tout notre business en Mhm. revenus dans leur business. Alors, tu sais, c'est un autre game qui se joue. Puis, de ce côté-là, c'est sûr que c'est une nouvelle entreprise, c'est beaucoup plus gros. Tu n'as pas autant de rencontres avec le CEO quand tu fais partie d'une entreprise 10 fois plus grande. Mais en même temps, tu as des projets qui sont très intéressants que Macadamia n'avait pas accès avant. Puis, tu sais, de ce côté-là, il y a l'exit, il y a la valeur de l'exit, il y a ce que ça va donner pour les clients, est-ce que c'est mieux, puis est-ce que ça va donner pour les employés aussi, est-ce que c'est bien. Puis dans les trois cas, je peux dire qu'on a fait une bonne, une Ouais. bonne transaction. Ça a été Ben, bon pour les actionnaires et bon pour tout le monde. tu viens de répondre à ma prochaine question. C'était quoi ton calcul mental pour dire je continue avec Macadamian versus je le vends? Parce qu'évidemment, il y a aussi des négatifs à vendre. Je veux dire, pour des raisons historiques, des raisons pas de contrôle, mais de possession. C'est encore à toi versus ça va plus être à toi. Donc, mais tu as répondu pas mal à cette question-là. Euh, Si tu me permets, maintenant que tu as fait le exit, j'imagine que tu as beaucoup plus de temps sur tes mains. Tu as la liberté de faire toutes sortes de choses qui t'intéressent. J'imagine que tu as un peu plus d'argent à jouer avec également. Euh, Est-ce que tu es content dans la vie? Ah oui, absolument. Moi, je suis dans dans une belle place, là, si tu veux, comme on dit, je suis sur mon X. J'ai beaucoup de temps, beaucoup plus de temps à moi, beaucoup plus de temps pour faire des choses que ça faisait longtemps que je me disais que j'ai hâte de faire. Il y a bien des choses que je me disais que ça faisait longtemps que j'avais hâte de faire, que j'ai commencé, je me suis rendu compte, moi, c'est pas pour rien que dans le fond que je les faisais plus. C'est pas si le fun que ça. Mais il y a d'autres choses aussi que j'avais envie de faire, que là, je me rends compte que j'ai beaucoup de plaisir à faire. Et, tu sais, je suis plus à la maison. Il y a une vie, une continuité à la maison que j'ai maintenant que j'apprécie beaucoup, que j'appréciais pas avant, si tu veux, autant. Alors ça, c'est super. Je me lève le matin, tu
sais, il n'y a pas un dimanche, Mike, que je me pince pas en me disant, voyons, j'ai pas à me soucier du revenu qu'on va faire à la fin du mois. Là. C'est comme c'est irréel, ça. Là. Ça faisait tellement longtemps qu'à tous les dimanches, je me disais comment on va faire pour faire le revenu du mois. Tu sais, on est rendu dans la semaine 2 de 4 semaines, puis là, blablabla. Puis tout ce genre de choses-là, cette dynamique-là, le grind de rouler une entreprise, ça fait du bien de ne pas l'avoir sur les épaules, même si c'est très le fun à faire. Euh, puis j'ai pas l'envie immédiate de me relancer là-dedans. J'ai beaucoup plus l'envie de, de faire des choses comme euh, aider d'autres entreprises, de travailler avec d'autres entreprises, d'être un collaborateur étroit avec d'autres entreprises dans des domaines que je considère qui sont porteurs, si tu veux, euh, ou des entrepreneurs, équipes d'entrepreneurs que je considère qui ont beaucoup de potentiel. Peut-être les aider à avancer plus vite à travers les obstacles qu'ils ont, peut-être faire des projets spéciaux pour eux autres, ou même peut-être faire partie de l'équipe. On verra, le futur va le dire. En ce moment, ce que je fais, c'est Certaines possibilités. exactement, j'ai des C'est la possibilités, beauté. je suis rendu à une place où je peux décider ce que je veux faire, quand je veux le faire, où je veux le faire. Puis c'est ça, être, je pense, dans une place où dans le fond, c'est atteindre le niveau d'argent qu'on a, qu'on veut pour se permettre de faire ce qu'on veut C'est faire ça. quand on veut le faire, où on veut le faire. C'est ça un peu la liberté pour moi. Puis c'est là que je suis, puis c'est très plaisant. Je suis content d'entendre ça. Tu, tu, euh, tu le mérites, ça c'est 100% certain. Puis tout est relatif, hein. Si tu as pris 25 ans avec peu de temps libre dans ta journée pour faire ce que tu veux, puis pour faire les hobbies que tu voulais apprendre, quand tu l'as tout à coup, tu es comme plus riche dans un certain sens qu'avant, même si euh, tu étais peut-être plus riche d'une autre façon, mais c'est important de ne pas oublier que tout est relatif. J'aimerais mettre un peu plus d'emphase ou aller un peu plus en profondeur dans la santé numérique parce que ça c'est une industrie très intéressante. Tu t'es spécialisé avec Macadamian là-dedans dans les dernières années. Je crois que c'est une industrie très émergente. Il va y avoir énormément de possibilités et d'opportunités dans les années à suivre. Est-ce que tu peux prendre quelques minutes, secondes pour expliquer c'est quoi la santé numérique? J'aimerais aussi savoir, selon toi, quels sont les plus grands enjeux que tu vois dans l'industrie de la santé, puis comment la santé numérique, les startups en santé numérique, les technologies qui vont émerger sur le marché peuvent répondre à ces enjeux-là. Euh, puis où est-ce que l'industrie s'en va dans les 10 prochaines années? Comme si on se réveille en 10 ans, qu'est-ce qui va être différent, puis qu'est-ce qui va être amélioré, selon toi? OK, ben, en décortiquons ça en partant de la dernière question. Dans 10 ans, on va être où en santé? Moi, dans 10 ans, je vois beaucoup de thérapies personnalisées. Puis, ça va être une ère très intéressante pour avoir une solution qui va être custom à Mike ou à Fred, étant donné notre génétique. On va répondre plus adéquatement à tel ou tel traitement. Qu'est-ce qui fait qu'on s'en va là? C'est là que c'est intéressant. C'est le computing power, c'est le machine learning qui rentre pour comprendre nos gènes, notre ADN, puis matcher ça avec les informations qui sont disponibles sur les drogues actuelles, puis être capable de voir ce qui agit mieux sur les gènes et l'ADN de Mike versus l'ADN de Fred, si tu veux. Ça, c'est où on s'en C'est va. tout ça. Alors, la deuxième chose que je vois d'ici 10 ans qui va être vraiment différent de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on va avoir une éclosion où le digital therapeutic. Puis le digital therapeutic, c'est un nouveau domaine qui est en balbutiement en ce moment, qui est l'utilisation de solutions digitales qui seront prescrites à des patients. Puis, ça va être ça va être associé à une pilule ou ça va être associé à un vaccin, mais c'est quelque chose qui est partie intégrante du traitement. Alors, ce qu'on voit en ce moment, un exemple, ça va être une compagnie comme Akili qui fait un traitement pour le
les déficits d'attention. Alors, en utilisant des jeux électroniques, Akili est capable d'aider des enfants à augmenter leur capacité d'attention. Des enfants qui sont diagnostiqués avec un déficit d'attention vont augmenter leur attention en jouant à ce jeu-là de Wow. façon, euh, de façon plus naturelle, si tu veux, parce que les enfants n'ont pas besoin de prendre je ne sais pas c'est quoi la drogue qu'on leur donne ou le médicament qu'on leur donne. Ouais. Anyway, en tant que parent, pour être un parent d'un enfant qui a un déficit d'attention, j'aimerais ça que ça soit disponible au Canada. Parce qu'en ce moment, j'ai traité mon fils avec un médicament. Pas Ritalin, hein? comment tu dis? Le Ritalin, c'est Oui, ça? exactement, le Ritalin. Alors, en tant que parent, on peut décider de donner du Ritalin ou pas. C'est ça le choix. Mais avec Akili, on peut donner une demi-heure de jeu par jour avec ce jeu-là qui fait que mon enfant va avoir de plus en plus d'attention. Alors, ça, c'est parce que ça travaille exactement la partie du cerveau qui est reliée à l'attention, alors que le Ritalin met tout le cerveau sur le même traitement, si tu veux. Fait que je considère que les digital therapeutics vont être beaucoup plus précis et probablement plus efficaces ou au moins comparables, mais avec moins d'effets secondaires. Secondaire et tertiaire. Puis en plus, si le jeu est bien conçu, ça va être le fun pour Exact. l'enfant ou la personne qui joue le jeu. Donc, selon moi, ça, c'est comme un principe de design qui va juste exploser dans les prochaines années, le gamification Oui. de tout. Parce que on aime ça jouer des jeux. Puis si quelque chose est bien designé, mais comme même au niveau de l'éducation, ça devrait ressembler de plus en plus à un jeu. Tu sais ce que Oui. je veux dire? Oui, c'est un apprentissage. Dans le fond, la vie, c'est un apprentissage. Puis, c'est comment on fait pour aider les gens sans le savoir, les aider à apprendre, si tu veux, sans qu'ils le sachent. Puis, alors, tu sais, pour en revenir à ça, tu vois, la première affaire, c'était des thérapies personnalisées. Ensuite de ça, ça va être des thérapies digitales. Ça, c'est la deuxième chose. Puis, une troisième chose qui va rentrer probablement aussi là-dedans, c'est l'adhésion des patients à leur, euh, à leurs conditions de santé. Le gros problème actuellement du diabète, c'est que les gens qui ont le diabète, ils s'en foutent qu'ils ont le diabète. Puis là, c'est là que les problèmes commencent parce qu'ils ne prennent pas soin d'eux. Alors, comment, avec des thérapies, avec des solutions digitales, on peut les aider à s'occuper de leur santé? Puis ça tombe dans ce qu'on appelle le design des habitudes, des micro-habitudes. Je ne sais pas si tu as lu le livre Atomic Habit ou Tiny Habits de BJ Fogg. Euh, Atomic Habits, ça je pense c'est Atomic Habits. Atomic J'ai Habits. vu celui-là. Ouais. Exactement. Alors c'est euh, ce genre de comment on va pouvoir utiliser des applications qui vont nous aider à marcher, à prendre l'habitude de marcher à tous les jours. D'être actif à tous les jours ou de manger plus de brocolis à tous les jours. C'est ce genre de choses-là. On fait seulement frotter la surface en ce moment de ce qui est possible avec les applications. Puis ça, c'était un domaine dans lequel on travaillait beaucoup à Macadamienne. Je ne sais pas où on en est rendu par rapport à ça, mais la design d'habitude pour aider les gens à avoir un effet un compounding effect, si tu veux, à travers le temps, ça va être très important. Parce que le problème des gens qui sont malades est qu'ils ne s'occupent pas de leur santé. Comment on fait pour les aider à s'occuper de leur santé? Si on faisait ça, on réduirait de manière incroyable les complexités et les complications de tous et chacun quand ils rentrent à l'hôpital. Parce que, tu sais, les maladies chroniques, c'est le futur. Malheureusement, la population vieillit, puis Mhm. avec le vieillissement de la population, c'est plus de maladies chroniques. Et des maladies chroniques qui vont être, tu n'en as pas juste une quand tu as une maladie chronique, tu en as cinq. Un apporte l'autre, apporte Exactement. l'autre, apporte l'autre. Ça Puis, fait que quand tu rentres à l'hôpital, là, ça prend 6 spécialistes autour de toi pour te traiter. Puis, dans le système de santé, je pense ontarien, là, je ne me souviens plus exactement des chiffres, mais 5 ou 10 de la population est responsable de 70 des cas, là, des coûts côté maladie chronique. C'est absolument phénoménal. Si on pouvait aider ces gens-là à être
à prendre conscience de leurs problèmes, mais aussi à être traités en dehors de l'hôpital, on désengorgerait les hôpitaux. Fait que ça, c'est une autre affaire, maladie chronique. Puis après ça, tu vas avoir gériatrie, qui est un autre domaine absolument euh, qui s'en va vers la Mhm. faillite technique, là, si tu veux. Il y a de plus en plus de monde qui vieillissent. Alors, des gériatres, on n'a pas assez. Comment on va faire pour s'occuper des gens qui s'en vont à l'hôpital, qui ne devraient pas être à l'hôpital, juste parce qu'ils sont vieux, ou plus vieux, si tu veux. Puis ça, Est-ce que, est-ce que ça va être des Tesla bots, la solution? ça va être des soins à la santé. C'est clair que l'automatisation de soins, ça va être des soins à la maison. Et Soins à la l'automatisation des soins va passer par une certaine robotisation, automatisation. C'est clair. C'est sûr que demain matin, euh, des appareils médicaux à la maison, dans 10 ans, il va en avoir pas mal plus qu'aujourd'hui. Puis, la facilité avec laquelle on va être capable d'opérer ces appareils-là va être le jour et la nuit comparativement à aujourd'hui. Tu sais, je travaillais avec une compagnie à l'époque qui, eux, faisaient des ultrasounds, c'est des échographies. Puis une échographie, ça demande un technicien pour faire des échographies, mais eux autres, ils sont rendus qu'ils font pas toutes les échographies, mais certaines échographies assistées avec du AI. Alors, quand tu tiens le bras pour faire l'échographie sur la bédaine de la madame ou le cœur du monsieur qui a des problèmes cardiaques, ben, le AI donne des vibrations dans le manche pour t'aider à mieux mettre le bras sur le cœur de la personne pour avoir les images que le software a Ah, besoin pour bien diagnostiquer ce qui se passe. Alors, c'est la même chose que du haptic feedback. oui, exactement, du haptic feedback. Puis qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va manquer de monde dans le Mhm. domaine de la santé. Les gens dans le domaine de la santé vieillissent aussi. On l'a déjà On- passé, hein? On a vu tout récemment avec la COVID qu'on est exactement. pas là. Exactement. Mhm. C'est un exemple de ce qui va arriver, qui est arrivé plus brutalement avec la COVID. Mais l'idée ici, c'est que on a besoin de réduire la barrière d'entrée pour donner des soins, pour que le fils du monsieur puisse donner des soins à la personne à la maison, pour que OK. la fille de la madame puisse assister la maman à la maison. Mais quel appareil ils vont avoir besoin? Ce pas les appareils qui sont disponibles dans les hôpitaux qui sont utilisables par du monde qui ont 3 ans, 4 ans, 5 ans de formation. Ça va être des choses qui sont utilisables avec de l'intuition, si tu veux. Puis ça, le design de ces solutions-là, ça va être super important. OK, c'est vraiment, vraiment intéressant d'ailleurs. Je reviens sur ce que tu viens de dire. Il faut réduire les barrières à l'entrée pour donner les soins à la maison. OK. So, est-ce qu'on peut y arriver avec, penses-tu, dans les 10 prochaines années, encore une fois dans cette thématique-là, des innovations au niveau de l'éducation également? Ça, c'est un autre domaine où l'Institut, moi, notre équipe, on aime beaucoup le EdTech. Y Mhm. a-t-il des façons d'améliorer y a-t-il des façons d'améliorer l'éducation, même dans le domaine de la santé, pour outiller la personne moyenne ou du moins de pas avoir à faire 15 ans à l'école pour devenir un docteur pour pouvoir traiter quelqu'un ou même une infirmière, un infirmier. Penses-tu que ces innovations-là vont nous apporter à un point où on peut vraiment aider euh, les gens dans le futur avec leur santé? Ben, regarde, c'est pas un domaine que je connais bien, le EdTech, si tu veux. Je considère que c'est un domaine qui est en feu aussi en ce moment, étant donné ce qu'on a dû faire à travers la COVID, là, et on a dû réaliser beaucoup de choses qui n'étaient pas adéquates dans notre système d'éducation qui doivent changer. Euh, moi, ce que je, moi, le fer de lance de Macadamienne, ça a toujours été de réduire au minimum la formation nécessaire pour l'utilisation de quelque chose. C'était toujours le plus intuitif possible pour permettre à monsieur, madame, tout le monde l'utilisation. C'est sûr que ce n'était pas des appareils qui étaient dans la salle d'opération. Ceux-là demeurent quand même assez complexes à utiliser. C'est sûr que on travaillait sur une machine qui fait circuler le sang pour les patients qui sont en train de se faire opérer à cœur ouvert. C'est pas la machine que tu veux
quelqu'un qui s'y connaît pas là, pour l'opérer. Mais à la maison, qu'est-ce qui nous empêche de faire euh, c'est quoi la dialyse à la maison? Comme ça devrait, selon moi, être quelque chose qui se fait maintenant. Ça va arriver d'ici 5 ans, c'est clair. Mais une machine de dialyse à la maison, pour moi, c'est inévitable. Mais là, ça veut dire que la dialyse, c'est pas nécessairement quelque chose que le patient peut faire seul, même si le patient est autonome. Ça va prendre sa femme, sa conjointe ou son mari un petit peu d'assistance. Mais cette personne-là, quelle formation on peut lui donner pour que ça soit fait dans les règles de l'art? Ça devrait se faire en maximum 1 heure. Là. C'est pas des choses qu'on parle de journée. Il faut être capable d'arriver à un moyen que cette dialyse-là se fait à la maison avec l'assistance de qu'on appelle du circle of care, d'une personne proche, puis avec le minimum d'éducation possible. Alors, comment on est capable d'injecter de l'éducation dans des gens, les micro-leçons, les micro-learnings, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important d'être capable à commencer puis d'arrêter. Tu sais, parce que la vie, c'est ça, là, à la maison, tu commences quelque chose, il faut que tu ailles faire le souper parce que les enfants arrivent, puis tu recommences après, puis ce genre de choses-là. La démocratisation du learning, on l'a vu avec Khan Academy, c'était le début d'une réalisation qu'on pouvait faire les choses bien différemment. Alors, oui, plein de choses là, mais je ne suis pas un expert là-dedans. Ah, mais c'est parfait, mais la vision que tu as d'avoir les équipements pour faire le minimum à la maison, c'est intéressant. Je me demande si on va pas juste avoir des home office, mais des medical bay at home, tu sais. Ah, je ne serais pas surpris que ça va arriver. Puis je ne serais pas surpris que d'ici 20 ans, on ait des robots à la maison qui vont faire plein de choses puis qui vont être capables de diagnostiquer plein d'affaires. Euh, Puis même si tu me permets, même si tu n'as pas l'expertise poussée à la maison, avec toutes les technologies de vidéoconférence, puis de téléprojection, un docteur spécialisé dans un autre pays, dans une autre région, va pouvoir apparaître devant toi puis faire une certaine procédure pour au moins guider quelqu'un. Tu sais, comme toutes ces technologies-là, il va avoir un certain compound effect, tu sais, oui, absolument. un avec l'autre. Donc, c'est vraiment fascinant. Je te laisse finir ta pensée si si tu te rappelles Ah, encore. d'une certaine manière, regarde, les soins à la maison, ça fait partie du futur des sociétés, euh, au moins nord-américaines, là, c'est clair, parce que le système de santé n'est pas designé pour donner des soins à long terme. Le système de santé est designé pour faire des soins en format acute. Alors, il faut trouver d'autres solutions. Tu sais, le défi du Québec là-dedans, Mike, est dans la modernisation. On est en arrière. C'est fou. L'accès aux soins au Québec est absolument ridicule comparativement aux taxes qu'on paye. Ça, c'est vraiment une frustration que j'ai. Là. T'es pas le seul. Est-ce que l'enjeu est politique ou technologique? Ah, c'est les deux. Tu sais, c'est important que nos politiciens se relèvent les manches ici, là, qu'on met beaucoup d'argent dans le système de santé, mais il y a plein d'inefficacité, puis il y a plein d'endroits dans le système de santé où il manque d'imputabilité. C'est Et je crois qu'en ce moment, on commence à parler de décentralisation. C'est très important qu'on avance là-dedans rapidement parce que Absolument. en tant que Québécois, on n'a pas le retour sur l'investissement. On est dans le troisième pays le plus taxé au niveau revenu dans l'OCDE. Ben, pays territoire, si tu veux, parce que Québec n'est pas un pays, mais on est la zone, la troisième plus taxée. Puis, on a, je crois, c'est 1280 lits par million d'habitants dans nos hôpitaux. Puis la France, qui est étrangement moins taxée que nous au niveau revenu, a 5000 lits par million d'habitants. Alors, elle va où l'argent qu'on paie dans nos taxes? Elle va dans l'inefficacité. Puis, l'inefficacité, ben, c'est qu'on fait plein de choses manuellement. Il faut prendre la bouchée puis mettre de l'informatisation rapidement. Nos dossiers
qui sont encore papier en ce moment, c'est ridicule. Euh, ça donne froid dans le dos de savoir que les notes sont toutes manuelles. Du monde de la France qui arrive, des infirmiers et infirmières qui disent qu'ils sont surpris de la quantité de paperasse qu'ils ont à faire. C'est comme Ouais. la France, pour moi, c'est l'exemple parfait de la bureaucratie puis de plein de choses inefficaces, puis on est encore moins efficace qu'eux. Ouais, Je suis d'accord que c'est frustrant d'entendre ça. Puis je crois que c'est une chose qui est positive de la pandémie qu'on est en train de vivre en ce moment. Faut toujours trouver le positif dans tout. C'est que on a eu un choc suffisant à notre système de santé, système politique, système autre, économique, que ça nous a permis d'identifier les breaking points critiques. Puis ça l'a choqué bien du monde. Puis je pense que c'est une bonne chose, ça. Parce que si c'était pas pour ça, probablement qu'une transformation dans le système de la santé, allant vers le numérique, allait prendre un autre 5 ans de plus, un autre 10 ans de plus. ouais, ouais. On aurait poussé le problème par en avant. J'espère qu'on va avoir l'appétit de le faire parce qu'on a un gros coup de barre à donner. Puis ça sera pas immédiat, là. Tu sais, c'est sûr que c'est un projet d'envergure, mais en ce moment, tout est tellement centralisé que je- les réalités régionales ne peuvent pas être prises en compte. Puis, c'est un problème pour nous, en particulier ici, c'est clair, en Outaouais. Euh, mais ça va prendre des efforts soutenus, puis une. Tu sais, j'ai pas de règle magique, j'ai juste de la frustration en ce moment. Écoute, puis on va arrêter probablement après ça, mais moi j'ai énormément d'optimisme pour les startups, puis ce que les startups peuvent faire pour le monde. Souvent, c'est pas la politique en fait qui initie des réformes massives au niveau de systèmes comme la santé. Souvent, ça part d'une innovation dans une petite entreprise, une petite gang d'entrepreneurs qui comme veulent conquérir le monde d'une certaine façon, changer les choses. Puis ça force des changements dans le système. J'ai pas d'exemple concret, mais on dirait que ça va probablement passer par là, mais ça va aussi être une collaboration avec la politique, puis les donneurs d'ordre qui vont dire, ah, regarde, on a une solution qui est 10x meilleure que qu'est-ce qu'on fait en ce moment, voire 100x. Donc, voilà un on-ramp qu'on peut utiliser pour changer comment on fait les choses. Ben, moi, je crois vraiment au monde des startups aussi. Euh, je suis 100% d'accord avec toi. Une chose qui pourrait être changée immédiatement du point de vue politique, et du côté donneur d'ordre, c'est donner du lest côté des régions d'expérimenter. Parce que c'est pas vrai que, à ce moment, si tu me demandes, un des problèmes, c'est qu'on pense, OK, on va choisir ça, puis on va l'appliquer partout. Puis, d'une certaine manière, ce qui serait intéressant, c'est qu'il y ait une expérience qui se fasse dans le Bas-Saint-Laurent, qu'il y ait une expérience qui se fasse dans l'Outaouais, des solutions pas tout à fait pareilles, mais similaires. Puis là, à un moment donné, qui gagne, on change. Puis là, celle-là va être déployée, si tu veux. Mais en ce moment, nos six, là, whatever, n'ont même pas l'autonomie de prendre une décision pour faire une expérience. Ils ont assez d'argent pour garder les lumières allumées, puis encore, tu sais. Fait que, parce que tout s'en va dans d'autres budgets, là, que j'ai pas j'ai pas l'ambition de savoir c'est quoi, mais ultimement, c'est faut penser prototypage. Il faut jamais arrêter d'expérimenter. C'est là que les startups sont bonnes. C'est là que c'est facile pour eux d'arriver avec des nouvelles idées toujours, puis des nouvelles solutions il y en a plein qui fonctionneront pas. Mais il y en a une tonne qui va marcher aussi, puis c'est là que ça devient intéressant pour la population en général au Canada de voir qu'on est capable de créer des solutions maison qui répondent aux besoins du système qu'on a. Parce qu'il ne faut pas se faire de cachette, le système qu'on a il est assez unique. Ce n'est pas le système des Américains. Puis le système des Américains a beaucoup de bénéfices, mais beaucoup
Leur de challenge aussi. problèmes. Mhm. Comme aussi, si tu n'as pas d'argent aux États-Unis ou si tu n'as pas de travail aux États-Unis, c'est difficile d'avoir des soins. On est chanceux au Canada, on n'a pas ce problème-là. Mais là, on n'a pas ce problème-là, mais on a des soins très, très average, si tu veux, ou un C'est accès un- moyen. T'es gentil, t'es Non, mais dans le gentil, je sens que pense. il faut faire la différence entre la qualité des soins qu'on a et l'accès aux soins. Et c'est le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas d'accès. Une fois que tu es dans le système, je pense que tu es bien servi par le système. Je le Mhm. crois. On a du monde compétent, on a et, et ça va avancer. Mais c'est que faut pratiquement que tu meurs à l'urgence pour rentrer. Tu sais, c'est là le problème. C'est un gros morceau qu'on est en train de gérer en ce moment. Je pense pas que ça va être possible de tout résoudre les problèmes du système de la santé à nous deux seuls aujourd'hui. Euh, je veux prendre l'opportunité de t'inviter pour un autre podcast plus tard, là, parce que on a juste beaucoup plus à discuter. Puis je veux peut-être rentrer plus dans la question de solutions, parce que j'ai vraiment aimé cette portion-là. Puis je pense que les entrepreneurs puis les fondateurs de startups qui écoutent en ce moment peuvent être davantage inspirés par les suggestions que tu mets de l'avant. Puis moi puis toi, on travaille sur un projet qu'on va dire secret en ce moment. Euh, J'espère que par l'entremise, le déploiement de ce projet-là dans la région de l'Outaouais, qu'on va pouvoir accélérer des solutions Oui, concrètes qui vont oui. changer euh, La vie des gens. la vie des gens positivement. Donc, sur ça, Fred, je te remercie énormément d'avoir pris le temps avec moi aujourd'hui. On a couvert beaucoup. Et ce qui est le fun, c'est que c'est juste le début. Excellent. Ben, merci à toi, Mike. C'était super intéressant. Puis, au plaisir. Puis, à deux pieds